Te es-tu rendu compte que, peu importe combien tu nettoies ta maison, le désordre revient toujours? C'est comme une peste invisible. Tu changes les choses de place, tu te promets que cette fois-ci tu vas t'organiser. Et une semaine plus tard, encore une fois les papiers, les emballages vides et les objets sans sens reprennent leur place. Et le pire de tout, tu t'y habitues. Tu le vois et tu dis « demain je range », et ce demain n'arrive jamais. Ce n'est pas ta faute. On nous a appris à nettoyer, mais pas à créer des habitudes qui maintiennent un ordre réel. C'est pourquoi aujourd'hui je t'apporte 9 habitudes japonaises, étranges, peu connues et que tu n'as probablement jamais appliquées chez toi, mais qui peuvent complètement changer ta manière de vivre et ta relation avec ton foyer. Les Japonais croient qu'il ne s'agit pas de ranger les choses quand elles sont en désordre, mais de créer un environnement où le désordre n'a pas la permission d'entrer. Et cela se fait avec des habitudes quotidiennes. Mais pas les typiques « fais ton lit » ou « lave la vaisselle ». Voici les véritables habitudes qui maintiennent impeccables ces maisons minimalistes et tranquilles que nous admirons tant. Premièrement, élimine les objets orphelins. Dans beaucoup de maisons, sans s'en rendre compte, on vit avec ce que les Japonais appellent des objets orphelins. Ce sont ces petites choses, apparemment insignifiantes, mais qui peu à peu envahissent tiroirs, coins et surfaces. Des câbles de chargeur dont on ne sait même plus à quel appareil ils appartenaient, des bouchons de bocaux dont les contenants ont disparu il y a des années, des boutons détachés de vêtements que tu n'as probablement plus, des clés rouillées qui n'ouvrent aucune porte. Et on se dit, bon, au cas où. Ce « au cas où » est le pire ennemi de l'ordre. Dans la culture japonaise, ces objets ne sont pas seulement considérés comme du désordre, mais aussi comme un mauvais présage. Ils croient que tout ce qui est dans une maison doit avoir un but clair, un propriétaire ou une utilité immédiate. Si cela ne remplit aucune de ces fonctions, cela commence à bloquer l'énergie des espaces, comme si cela emprisonnait de vieux souvenirs, des inquiétudes ou des choses inachevées. Et même si tu ne le remarques pas consciemment, ton esprit perçoit cette accumulation silencieuse. Quand tu as un tiroir plein de câbles inconnus, chaque fois que tu l'ouvres tu reçois un petit impact mental, confusion, stress et démotivation. Même si ce n'est qu'une seconde, ton cerveau détecte quelque chose en suspens, quelque chose que tu devrais régler mais que tu ne fais pas. C'est pareil avec les clés détachées, les emballages sans bouchon, ou cette paire d'écouteurs cassés que tu gardes depuis des mois. Ce sont des décisions repoussées et de petits doutes accumulés. Au Japon, avant un grand nettoyage, on fait un tour spécifique pour chasser ces objets orphelins. On parcourt tiroirs, étagères, sacs d'objets anciens et on cherche tout ce qui n'a pas de fonction immédiate. On ne garde pas avec l'excuse « ça servira un jour », parce que pour eux, garder quelque chose sans but, c'est inviter le désordre. De plus, ils croient que ces objets détachés peuvent attirer des petits accidents domestiques ou des disputes familiales, car ils génèrent un chaos caché. Une philosophie qui peut paraître superstitieuse, mais qui a beaucoup de sens pratique. Combien de fois as-tu perdu du temps à chercher un câble utile au milieu de 5 inutilisables? Ou as-tu ouvert un tiroir plein de papiers et d'objets sans sens, te sentant immédiatement submergé? L'exercice qu'il recommande est le suivant. Prends une boîte ou un sac, et parcours toute ta maison, tiroir par tiroir, coin par coin. Chaque chose dont tu ne sais pas à quoi elle sert, à qui elle appartient, ou que tu ne peux pas utiliser en moins de 30 jours, laisse-la dedans. Vieux câbles, adaptateurs cassés, pièces détachées, parties de jouets, objets que tu as gardés au cas où, et qui prennent de la place depuis des années. Tout. À la fin, ne réfléchis pas à 2 fois. Ce sac ne se garde pas pour être revu plus tard. Il part. Parce que si maintenant tu ne sais pas à quoi ça sert, tu ne le sauras pas non plus dans 6 mois. Et même si ça paraît exagéré, je t'assure que tu ressentiras un soulagement mental immédiat. C'est comme si chaque objet inutile emportait avec lui une inquiétude invisible. Cette habitude ne sert pas seulement à nettoyer physiquement, mais à libérer ton esprit des choses inachevées. Parce que quand ta maison se remplit d'objets sans propriétaire ni but, ta tête aussi. Et vivre comme ça épuise sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi, si tu veux commencer à transformer ton espace, ne commence pas par les grandes choses. Commence par ces objets insignifiants, mais gênants. Parce que ce sont eux qui pèsent le plus. Deuxièmement, ne permets pas de surface plane vide. Cette habitude japonaise peut sembler contradictoire avec ce que beaucoup de conseils d'ordre occidentaux enseignent, car on entend souvent que garder les surfaces dégagées transmet propreté, ordre et sérénité visuelle. Mais au Japon, laisser une surface complètement vide n'est pas un signe d'ordre, mais une invitation directe au désordre. Ils ont une philosophie très claire, une surface plane vide attire les objets sans permission. C'est automatique. Il suffit qu'une table, un plan de travail ou un meuble reste complètement libre pour qu'en quelques heures ou jours, quelqu'un y dépose les clés, un reçu, un paquet, un sac, ou n'importe quoi dont il ne sait pas où le mettre. Et ce petit acte de « je le pose ici un moment » se multiplie. Puis un autre objet s'ajoute, puis un autre, et sans que tu t'en rendes compte,
cet espace propre se transforme en coin chaotique. Dans les foyers japonais, cet effet est si connu qu'ils ont développé l'habitude d'assigner une intention à chaque surface. Mais pas en la remplissant de choses, mais en plaçant un élément qui agit comme encre visuelle et symbolique. Cela peut être un plateau décoratif, une petite plante, une figurine, un vase, ou même une jolie boîte de rangement. Il ne s'agit pas de saturer, mais de donner à cette surface un but. Par exemple, une table d'entrée de maison ne reste pas vide, car elle deviendrait l'endroit où tout le monde jette papier, porte-monnaie ou sac. Au contraire, il place un plateau ou un bol décoratif où vont uniquement les clés et rien d'autre. Ce plateau ne contient pas seulement, il empêche que d'autres choses se déposent autour. C'est un mécanisme psychologique simple. Quand il y a quelque chose occupant le centre ou marquant un espace, notre cerveau perçoit que cet endroit est déjà désigné, et cesse de le voir comme une surface disponible. Dans les plans de travail de cuisine, c'est pareil. S'ils restent complètement libres, ils finissent par accumuler factures, sacs de courses, ustensiles que personne n'a rangés ou appareils peut utiliser au quotidien. C'est pourquoi ils placent un petit plateau avec le pot de thé, une théière, et une décoration minimale. Cela maintient le plan de travail ordonné, mais avec sens. Et cela évite que les objets arrivent sans contrôle. Même dans les chambres, ils pratiquent cela. Sur les commodes ou les tables de nuit, au lieu de les laisser complètement vides, ils placent une boîte décorative ou un plateau où vont exclusivement les montres, les bijoux ou la télécommande. Rien d'autre. Le simple fait qu'il y ait cet objet intentionnel bloque l'impulsion de laisser des papiers, des tickets, des pièces de monnaie ou n'importe quoi que l'on trouve dans les poches. La clé de cette habitude n'est pas de remplir pour remplir, mais d'attribuer une fonction et une limite claire à chaque surface. Parce que quand tout a sa place définie, les choses ne s'entassent pas. Et quand l'espace reste disponible sans but, il devient un terrain fertile pour le chaos. Les Japonais ont aussi un terme pour ce phénomène, ma, qui ne se réfère pas seulement à l'espace vide, mais à l'espace intentionnel. Ce n'est pas laisser vide pour laisser vide, mais laisser un espace qui respire, qui s'équilibre avec l'objet qui l'habite. C'est pourquoi leurs maisons ne paraissent jamais ni surchargées ni dénuées de vie. Tout est là parce que cela doit être là, et ce qui n'a pas raison d'y rester ne prend pas de place. En appliquant cela chez toi, tu seras surpris de voir à quel point la dynamique change. Essaie de laisser un joli plateau sur ta table à manger avec une petite plante ou une bougie, et tu verras que personne ne sera tenté d'y laisser facture ou clé. Place un bol à l'entrée uniquement pour les clés. Ou une boîte décorative sur ta commode où ne vont que montres et boucles d'oreilles. Cette petite habitude coupe à la racine l'accumulation d'objets sans sens et maintient l'ordre presque sans effort. Parce qu'il ne s'agit pas de ranger toute la journée, mais d'éviter que le désordre ait la chance d'apparaître. Et je t'assure qu'une fois que tu l'auras essayé, tu te rendras compte de combien d'espaces vides dans ta maison sont devenus, sans le vouloir, des poubelles visuelles. Changer cela change ta perception de la maison et de ton propre ordre mental. Troisièmement, fais le tour de la maison en sens inverse avant de dormir. Cette habitude, bien que simple, est profondément transformatrice. Au Japon, on accorde une importance presque rituelle au moment de clôturer la journée. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre les lumières et d'aller dormir. C'est un acte conscient de rendre à la maison son équilibre avant que tous ne se reposent. Et ici entre en jeu une habitude très puissante, faire le tour de la maison en sens inverse avant de dormir. Ce n'est pas une promenade sans but, ni un grand nettoyage de dernière minute. C'est un tour intentionnel, depuis ta chambre jusqu'à l'entrée principale, en passant par chaque espace de la maison. Pendant ce trajet, tu observes et ramasses tout ce qui n'appartient pas à cet endroit. Une tasse oubliée sur le bureau, un coussin déplacé, une paire de chaussures mal placées, une veste accrochée sur une chaise de la salle à manger, un sac vide dans la cuisine, une serviette laissée dans la salle de bain, un jouet hors de sa boîte. Ces objets sont des signes silencieux de désordre. Et même si tu ne les vois pas comme importants, ton cerveau les enregistre. Quand tu te couches dans une maison en désordre, ton esprit reste connecté à ces petites choses visuelles en suspens. C'est comme essayer de dormir les yeux ouverts en arrière-plan. Tu ne le remarques pas complètement, mais le lendemain tu te réveilles plus fatigué, plus irritable, plus démotivé. Les Japonais croient que le désordre nocturne pollue le repos. Parce que la maison n'est pas seulement un espace physique, c'est aussi un conteneur émotionnel. Et si ce conteneur est plein de petites choses hors de place, tu ne peux pas vraiment lâcher prise sur la journée. Tu ne peux pas fermer le cycle. C'est pourquoi ce tour avant de dormir n'est pas une corvée domestique de plus. C'est presque un rituel de respect envers ton foyer. Tu lui rends l'ordre pour qu'il puisse te rendre le repos. C'est un acte symbolique qui dit « Aujourd'hui est fini, tout revient à sa place, demain on recommence proprement ». De plus, cette habitude a un effet cumulatif impressionnant. Si chaque nuit tu fais ce tour de 5 ou 10 minutes, en ramassant ce qui ne doit pas être là, tu n'auras plus jamais besoin de faire de grands nettoyages de désordre accumulé. Parce que le désordre n'aura plus la chance de s'installer.
Et cela te donne aussi quelque chose de précieux, le contrôle. Tu ne te réveilleras plus en ayant l'impression que la maison te dépasse, qu'il y a 1000 choses à ramasser. Au contraire, tu te réveilles en paix, dans une maison qui te soutient. Beaucoup de femmes au foyer sont piégées dans le cycle, ranger pendant la journée et perdre le contrôle la nuit. Parce qu'à la fin des routines de chacun, la maison est envahie de restes, vêtements jetés, assiettes sales, sacs ouverts, chaussures éparpillées. Et cela devient normal. Cela devient le décor habituel. Mais si chaque soir tu fais ce tour final, ce balayage conscient de ton foyer, tu apprendras aux autres, même sans rien dire, à respecter l'espace partagé. Tu peux même impliquer les enfants ou ton partenaire. Chacun fait un mini-tour, ramasse 2 ou 3 choses, et l'effet combiné est étonnant. Il ne s'agit pas de devenir la policière de l'ordre, mais la gardienne du repos. Parce que quand la maison est en équilibre avant de dormir, ton corps et ton esprit le sont aussi. Cette habitude a aussi un effet émotionnel profond. Elle te réconcilie avec ton foyer. Parce que tu arrêtes de le voir comme une charge constante de travail, et tu commences à le voir comme un lieu qui respire avec toi. Tu ranges non par obligation, mais comme un acte de clôture. Comme une manière de dire « Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. Maintenant je te laisse tranquille pour te reposer. » Et le lendemain, quand tu poses les pieds par terre au réveil, tu le sentiras. Il y a un silence visuel, une légèreté. Et cela change tout ton moral. Parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que de commencer la journée en ramassant le chaos d'hier. Avec cette habitude japonaise, tu brises ce cycle. Tu termines bien la journée, pour commencer la suivante avec clarté, calme, et avec la sensation puissante que c'est toi qui contrôles ta maison et ta vie. Quatrièmement, nettoie les zones invisibles. Cette habitude japonaise est probablement l'une des plus sous-estimées et celles qui ont le plus d'impact réel sur ta façon de te sentir chez toi, même si tu ne t'en rends pas compte consciemment. Nettoyer les zones invisibles n'est pas seulement une obsession pour la propreté, c'est un acte d'hygiène émotionnelle et mentale. Les Japonais croient fermement que ce qui s'accumule dans les endroits cachés de ta maison, même si tu ne le vois pas, affecte ton énergie, ton humeur et ta manière de percevoir ton environnement. Pense à ces espaces, les bords supérieurs des portes, l'arrière des petits électroménagers, les coins des tiroirs, la zone derrière les tableaux, les plinthes, les câbles enroulés derrière la télévision. Ce sont des recoins que tu ne regardes pas au quotidien, mais où la poussière, la graisse, les peluches et le désordre s'accumulent pendant des mois, voire des années. Et même s'ils ne sont pas dans ton champ de vision direct, ton esprit les enregistre. C'est comme quand tu sais que tu as un tiroir rempli de choses en désordre et que tu ne veux pas l'ouvrir parce que cela te stresse. Cette gêne reste dans ton inconscient. Le désordre visible fatigue, mais le désordre caché use lentement, car même si tu crois que cela ne t'affecte pas, en réalité, si. Les Japonais appellent ces espaces des « zones aveugles d'énergie ». Ils croient que s'y accumule non seulement la saleté physique, mais aussi ce que tu refuses d'affronter, décisions reportées, problèmes évités, souvenirs que tu préfères ne pas revoir. Et chaque fois que tu passes près de ces endroits, même sans les regarder directement, ton corps perçoit une charge environnementale. C'est subtil, mais cela s'accumule. C'est pourquoi on dit qu'une maison avec de la saleté cachée est une maison où l'anxiété habite en silence. Ainsi, une partie de leur routine hebdomadaire ou mensuelle inclut le nettoyage de ces points que la plupart des gens oublient. Soulever les appareils de cuisine et passer un chiffon humide derrière, nettoyer les interrupteurs que tout le monde touche mais que peu nettoie, passer un chiffon sur le haut des cadres de portes et de tableaux, aspirer derrière le lit, et dépoussiérer les coins où se forment les toiles d'araignée. Et voici un point très intéressant. Ils ne le font pas pour que ça paraisse propre, mais pour que ça se ressente propre. Ils savent que même si tes yeux ne le voient pas, ton corps le perçoit. Il y a une paix différente dans une maison où les endroits cachés sont aussi soignés que les visibles. De plus, nettoyer ces zones est un message symbolique très puissant pour ton subconscient. Je ne laisse rien en suspens, je ne cache rien, tout dans ma vie est sous contrôle, même ce que personne ne voit. Et ce sentiment se transfère à d'autres domaines de ta vie. Tu deviens plus organisé avec tes finances, plus attentive à tes émotions, plus consciente de tes relations. Parce que la façon dont tu prends soin de ta maison reflète et façonne la façon dont tu prends soin de toi-même. Fais le test. Choisis un jour et consacre 20 minutes à nettoyer uniquement les zones invisibles. Passe un chiffon humide sur les cadres des portes, dépoussière derrière la télé, vérifie derrière le micro-ondes, soulève les boîtes sous le lit et nettoie ce sol. Tu n'as pas besoin d'une journée marathon. Juste 20 minutes pour ces zones aveugles. Quand tu auras fini, respire profondément et marche dans ta maison. Tu sentiras une légèreté étrange, une sensation d'ordre profond dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Parce que quand tu nettoies l'invisible, tu libères aussi le bruit mental accumulé sans t'en rendre compte. Et pour les Japonais, c'est ça la vraie propreté. Pas celle qui brille en surface, mais celle qui allège l'âme. Cinquièmement, l'habitude de l'objet, sur le point de se casser. Au Japon,
Il existe une philosophie très claire et rigoureuse concernant les objets que l'on utilise chez soi, surtout quand ils commencent à montrer des signes d'usure ou de dommage. C'est l'habitude de l'objet sur le point de se casser. Et cela peut sembler radical, mais c'est une pratique qui transforme non seulement ton espace physique, mais aussi ta relation avec les choses que tu possèdes. L'idée est simple. Quand un objet commence à défaillir, on ne le met pas de côté ni ne le garde au cas où, comme beaucoup ont tendance à faire. Une poêle qui accroche, une serviette trouée, une chaise qui boitille, une lampe qui clignote, ou tout outil qui ne fonctionne plus bien doit être réparé ou remplacé immédiatement. On n'accumule pas, au cas où j'en aurais besoin un jour, ni ne repousse la décision en attendant le moment idéal pour le réparer. Pourquoi ? Parce que ces objets abîmés ne sont pas seulement un problème fonctionnel. Dans la mentalité japonaise, un objet cassé ou usé commence à attirer plus de désordre et de négativité autour de lui. C'est comme si la dégradation s'étendait au-delà de l'objet lui-même et contaminait l'espace où il se trouve, faisant que d'autres objets paraissent en désordre ou que l'énergie de la maison soit lourde et chaotique. De plus, garder des objets sur le point de casser crée une sensation subtile mais constante d'inconfort et de négligence. Chaque fois que tu utilises cette poêle qui accroche ou que tu t'essuies avec une vieille serviette, ton esprit reçoit un petit message de frustration et de résignation. Avec le temps, ces petites gênes s'accumulent et affectent ton humeur et ta volonté de maintenir l'ordre et la propreté en général. Cette habitude va au-delà du simple entretien. C'est une forme de respect envers tes affaires et envers toi-même. Réparer ou remplacer quelque chose montre que tu valorises ton environnement et ta qualité de vie. Tu ne permets pas que la détérioration devienne la norme, mais tu agis pour que chaque chose que tu utilises fonctionne bien et t'accompagne sans générer de gêne. De plus, lorsque tu décides rapidement quoi faire d'un objet sur le point de se casser, tu évites qu'une montagne d'objets inutilisables s'accumule, occupant juste de la place et distrayant ton attention. Ce tas d'objets abîmés peut devenir un foyer de stress invisible, parce que même si tu ne les utilises pas, tu sais qu'ils sont là, attendant une réparation qui ne vient jamais. Au Japon, réparer quelque chose a aussi une dimension émotionnelle. Le concept du kintsugi, qui consiste à réparer les objets avec de l'or, donnant de la valeur aux imperfections et soulignant l'histoire de l'objet. Mais si quelque chose ne peut pas être réparé ou si la réparation est trop compliquée, on le remplace sans culpabilité ni remords. On ne permet pas que l'attachement aux choses cassées devienne une chaîne qui limite l'ordre et l'harmonie dans la maison. Mettre en pratique cette habitude au quotidien implique une vigilance constante. Dès que tu remarques qu'un objet commence à faillir, prends la décision immédiatement. Ne le laisse pas pour demain. Évalue s'il peut être réparé rapidement ou s'il vaut mieux le remplacer. Et fais-le. Ne permets pas que l'imparfait devienne une encre pour le désordre. Ainsi, ta maison sera toujours remplie d'objets fonctionnels, qui travaillent pour toi et non contre toi. Et tu te sentiras plus tranquille, car chaque recoin reflétera soin, efficacité et un engagement réel envers ton bien-être. Cette habitude japonaise n'améliore pas seulement ton espace, elle cultive aussi en toi une attitude active, responsable et bienveillante envers tout ce qui t'entoure. 6e, ne rien garder sans date limite. Cette habitude japonaise est une leçon profonde sur la gestion du temps et de l'espace chez soi, et surtout sur la façon d'éviter que l'accumulation silencieuse d'objets inutiles finisse par étouffer ta vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de ranger, mais de mettre une date limite claire à tout ce que tu décides de conserver, pour éviter que ta maison ne devienne un musée du « au cas » ou qui n'accumule que poussière, stress et distraction. Quand tu conserves quelque chose, que ce soit un vêtement que tu ne portes plus mais dont tu penses « peut-être que j'en aurai encore besoin », des papiers anciens dont tu ignores l'importance, ou des manuels d'appareils que tu n'as même plus, tu ouvres une porte très dangereuse, celle du stockage indéfini sans but. Le problème n'est pas d'avoir des choses rangées, mais de ne pas avoir un engagement réel envers ces choses. Cela engendre deux effets négatifs. D'abord, elles occupent un espace physique que tu pourrais utiliser pour ce qui compte vraiment. Ensuite, elles occupent un espace mental parce que ton subconscient sait qu'elles sont là et crée un bruit constant, une sensation de « tâche en suspens » que tu ne peux pas totalement ignorer. Les Japonais affrontent cela avec une solution pratique et puissante. Chaque objet conservé doit avoir une date limite de révision ou d'élimination. En rangeant quelque chose, on place immédiatement un rappel, une note ou un engagement mental. Je vérifierai ceci dans X mois, ou, si je ne l'utilise pas d'ici telle date, je le jette. Ce n'est pas qu'un conseil, c'est une règle inébranlable. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que cela oblige à décider clairement et avec responsabilité ce dont tu as vraiment besoin. Si dans 6 mois, ou dans le délai que tu définis, cet objet n'a pas rempli sa fonction ou si tu ignores à quoi il sert, la décision est claire, dehors. Ce délai est suffisant pour tester si quelque chose est nécessaire ou si ce n'était que de la poussière et un espace inutile. Cette habitude combat la procrastination émotionnelle et l'indécision, qui sont les principaux ennemis de l'ordre. Souvent, nous gardons des choses en espérant vaguement qu'un jour, nous en aurons besoin, mais ce jour arrive rarement.
La date limite impose un sens d'urgence qui t'oblige à faire face à la réalité. Cela vaut-il vraiment la peine de conserver ceci? De plus, appliquer cette pratique transforme ta relation à la consommation et à l'achat de nouveaux objets. Quand tu sais que tout a une date de révision, tu deviens beaucoup plus consciente et sélective dans ce que tu décides d'amener chez toi. Tu n'accumules plus pour accumuler, mais tu achètes ou conserves avec intention et engagement. Imagine un placard, un tiroir ou une boîte où chaque vêtement ou objet a une étiquette mentale avec une date claire. Si la date est dépassée et que ce vêtement n'est jamais sorti, si ce manuel reste fermé ou que ce papier n'a jamais servi, il est temps de le lâcher. Cette décision crée un flux constant de renouvellement qui maintient l'espace vivant, frais et fonctionnel. Enfin, cette habitude a aussi un impact émotionnel profond. Elle te libère de culpabilité et de charges inutiles. En mettant des dates limites, tu évites de sentir que tu jettes des choses précieuses ou que tu gaspilles de l'argent. Tu acceptes simplement que ce que tu n'utilises pas ou qui ne te sert pas n'a pas sa place dans ta vie ni dans ta maison. Adopter cette habitude te rend plus légère, plus claire, plus libre. Elle te permet de respirer dans un espace qui est toujours en mouvement, où tout a un sens, un but et un temps. Car au Japon, on sait que garder sans date, c'est garder sans intention, et que le véritable ordre naît de l'intention claire et de l'engagement avec le présent. 7e, le rituel du changement de saison. Au Japon, le changement de saison n'est pas seulement un moment pour sortir ou ranger les vêtements, c'est un véritable rituel qui transforme complètement l'énergie et l'organisation de la maison. Alors que dans beaucoup de foyers le passage de l'hiver au printemps ou de l'été à l'automne se réduit à changer les vêtements dans l'armoire, dans la culture japonaise ce moment marque un nettoyage profond, un renouvellement total et une réévaluation de la manière dont chaque espace est utilisé. Ce rituel commence bien avant l'arrivée du changement climatique. Les gens anticipent le moment pour que tout se fasse sans précipitation et en pleine conscience. Ranger les vêtements de la saison précédente ne se limite pas à plier et à ranger. C'est vérifier chaque vêtement avec soin, décider quoi garder, quoi réparer et quoi donner ou jeter. Ce même processus s'applique à tous les objets de la maison, couvertures, rideaux, ustensiles de cuisine, produits de beauté, livres, jouets et même décorations. Mais le plus important de ce rituel est le nettoyage en profondeur de tout ce qui reste. C'est un désencombrement profond de chaque espace qui était occupé par des objets propres à la saison qui se termine. Par exemple, si l'on range des vêtements d'hiver, on nettoie aussi soigneusement l'armoire, l'espace sous le lit, les étagères où se trouvaient les grosses couvertures. On passe des chiffons, on aspire, on aère, et souvent on ouvre les fenêtres pour renouveler l'air et laisser entrer la lumière naturelle. Cela va bien au-delà du nettoyage superficiel quotidien ou hebdomadaire. C'est un redémarrage qui permet à la maison de respirer, d'éliminer les vieilles énergies et de se préparer à accueillir la nouvelle saison avec fraîcheur et ordre. Dans ce processus, on élimine les objets qui n'ont plus leur place, on réorganise les espaces pour optimiser leur usage, et on réévalue ce qui est vraiment nécessaire. Cette habitude évite l'accumulation saisonnière, un phénomène très courant mais peu remarqué. Souvent, sans s'en rendre compte, on accumule dans la maison des objets qu'on n'utilise qu'une saison par an: vêtements, décorations, ustensiles, et on les range sans les réviser, laissant la poussière et les objets oubliés s'entasser. Le résultat, c'est que ces espaces se saturent, deviennent chaotiques, et quand arrive le moment d'utiliser ces choses, on finit frustré car on ne trouve pas ce dont on a besoin ou parce que tout est sale et en désordre. Le rituel japonais du changement de saison est une invitation à rompre ce cycle. Il t'apprend à voir la maison comme un organisme vivant qui a besoin d'être soigné et renouvelé périodiquement. Il t'invite à être consciente de chaque objet qui entre et sort, et à donner à ta maison l'espace et la propreté qu'elle mérite pour que tu puisses vivre en tranquillité et en harmonie. De plus, ce rituel a un impact émotionnel puissant. C'est une manière de dire adieu à l'ancien et de faire entrer le nouveau, non seulement dans ta maison, mais aussi dans ta vie. Chaque grand nettoyage est un acte symbolique qui consiste à laisser derrière soi ce qui a déjà accompli son cycle et à ouvrir de l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles énergies et de nouveaux objectifs. Incorporer ce rituel dans ta routine annuelle t'aidera à maintenir un foyer ordonné, fonctionnel et plein de vie, où chaque saison est vécue pleinement, sans le poids accumulé du désordre invisible que nous ne remarquons souvent même pas. Car au Japon, on sait que prendre soin du changement de saison, c'est prendre soin du cycle naturel de la vie, et qu'un foyer en harmonie avec ses énergies est un foyer en paix. 8e, l'habitude d'avoir moins de produits de nettoyage. Au Japon, un des secrets pour garder la maison toujours propre et ordonnée sans se sentir submergé par le processus est l'habitude de simplifier les produits de nettoyage. Ce n'est pas qu'ils ne nettoient pas en profondeur, mais ils ont une stratégie très claire, utiliser très peu de produits, mais qui soient polyvalents et efficaces. Plutôt que d'avoir une étagère pleine de bouteilles, sprays, poudres et liquides différents pour chaque surface ou problème, ils se limitent à 2 ou 3 solutions multi-usages pouvant s'appliquer dans presque toute la maison. Pourquoi cela est-il si important? Parce que lorsque tu as trop de produits,
le processus de nettoyage devient complexe, lent et surtout, rempli d'excuses. Je n'utilise pas ce produit parce que je ne sais pas à quoi il sert. Celui-là me fait peur sur cette surface. J'ai fini celui-ci et l'autre n'est pas à portée de main. Ou simplement, j'ai la flemme de chercher le bon produit parmi tant d'autres. Cette tour de bouteilles en désordre prend non seulement de la place physique, mais crée aussi une barrière psychologique qui finit par transformer le nettoyage en tâche fastidieuse. Les Japonais évitent tout cela avec une approche minimaliste. Ils choisissent des produits multi-usages, par exemple un détergent doux qui sert pour les vitres, les meubles et les sols, qu'ils combinent avec un nettoyant désinfectant utilisable dans les salles de bain et la cuisine. Avec seulement ces quelques produits, ils savent qu'ils peuvent faire face à n'importe quelle saleté ou désordre, sans complications. Cela leur permet d'agir rapidement, sans perdre de temps à chercher le produit idéal pour chaque recoin. De plus, moins de produits signifie moins de déchets, moins de dépenses inutiles et une maison plus ordonnée. La simple vue de quelques bouteilles bien organisées, au lieu d'une montagne confuse, aide à maintenir la motivation pour nettoyer. Le nettoyage cesse d'être une montagne à gravir pour devenir une série d'actions simples et efficaces, facilement intégrées dans la routine quotidienne. Cette habitude a aussi un impact très positif sur ta perception du nettoyage. Il cesse d'être une tâche écrasante pour devenir un acte de soin accessible et constant. Quand tu sais que tu n'as besoin que de 2 ou 3 produits, la résistance à nettoyer diminue drastiquement, car l'action semble beaucoup plus gérable. De plus, cette philosophie aide toute la famille à participer sans complication. Il n'y a pas de confusion sur quel produit utiliser, ni de risque d'appliquer un produit inadapté. Cela rend le nettoyage plus simple pour tous, même pour les enfants ou ceux qui n'ont pas d'expérience dans les tâches ménagères. Si tu décides d'adopter cette habitude, je te recommande de commencer par vérifier quels produits tu possèdes actuellement. Élimine ceux qui sont périmés, que tu n'utilises jamais ou qui te compliquent la vie. Ensuite, cherche 2 ou 3 produits multi-usages de bonne qualité, que tu aimes et en lesquels tu as confiance. Organise-les dans un endroit visible et accessible, et utilise-les pour tout. Tu verras comment, par cette simple action, le nettoyage devient plus rapide, moins stressant et bien plus efficace. En résumé, moins c'est plus. Moins de produits, moins de complications, moins d'excuses, et plus d'ordre et de propreté dans ta maison. Un principe japonais simple, mais avec un impact énorme sur ton quotidien et sur l'harmonie de ton foyer. Et 9e, la loi des 60 secondes. La loi des 60 secondes est l'une de ces habitudes japonaises qui semblent si simples qu'on en oublie presque leur pouvoir transformateur. Mais si tu l'appliques avec discipline, elle peut changer complètement la façon dont tu maintiens l'ordre chez toi et gères ton quotidien. Cette loi dit quelque chose de très clair et catégorique. Si une tâche te prend moins de 60 secondes, ne la remets pas à plus tard, fais-la sur le champ. Ne la laisse pas pour plus tard. Ne l'ignore pas en pensant que tu auras plus de temps ensuite ou que tu feras plein de choses en même temps à la fin. La règle, c'est de la faire immédiatement. Cela peut sembler insignifiant, mais ces toutes petites actions s'accumulent et font la différence entre une maison ordonnée et une maison envahie par des petits désordres qui grandissent sans contrôle. Ranger la vaisselle après avoir mangé, accrocher la veste que tu as laissée sur une chaise, fermer un tiroir resté ouvert, nettoyer une tâche dès que tu la vois, ramasser une tasse vide posée sur la table, plier un vêtement laissé en désordre, tout cela, fait sur le moment, maintient le flux de l'ordre. Pourquoi cette habitude est-elle si puissante ? Parce qu'elle rompt avec la tendance naturelle à procrastiner et à accumuler des petites tâches qui, mises ensemble, forment une montagne impossible à gravir. Quand tu décides de reporter ce que tu peux faire en 1 minute, tu commences à accumuler des « devoirs invisibles ». Ce sont ces petites choses qui ne semblent pas problématiques isolément, mais qui, ensemble, créent chaos, stress visuel et sensation de perte de contrôle. De plus, en faisant ces petites tâches immédiatement, tu renforces un cercle vertueux. Tu vois que ta maison reste propre et ordonnée sans effort, tu te sens plus satisfaite de toi-même et de l'espace où tu vis, et cette motivation t'encourage à continuer à prendre soin de ton environnement. Cette habitude a aussi un effet émotionnel puissant. Lorsque tu t'attaques à ces petites tâches sur le champ, tu évites le sentiment de culpabilité ou d'accablement qui apparaît souvent quand le désordre est déjà installé. Au lieu de ressentir que tu as une maison à nettoyer, tu sens que tu es dans un foyer où tout reste en équilibre grâce à des gestes simples et constants. Pour l'appliquer avec succès, il est important d'entraîner ton attention. Très souvent, ces petites tâches passent inaperçues parce que nous sommes distraites ou concentrées sur autre chose. La clé est de rester attentive à ces détails et d'y répondre immédiatement. Cela peut être aussi simple que de faire une pause mentale et de se dire « ça me prend moins d'1 minute, je le fais maintenant ». Il est également utile d'avoir un environnement prêt pour que ces actions soient faciles. Par exemple, avoir un endroit accessible pour accrocher les vestes, un espace précis pour la vaisselle sale ou un chiffon à portée de main pour nettoyer rapidement une tâche. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces 60 secondes quotidiennes. Multipliées par le nombre de petits gestes que tu fais en une journée,
Elles se transforment en des heures d'ordre et de propreté que tu n'auras jamais à faire d'un coup, ni sous pression. En résumé, la loi des 60 secondes est une habitude japonaise qui rompt avec la culture du report et de l'accumulation. C'est un appel à l'action immédiate, aux soins quotidiens et à maintenir le flux de l'ordre avec de petits gestes constants. La mettre en pratique t'aidera à transformer non seulement ta maison, mais aussi ton attitude face aux soins de toi-même et à la gestion du temps. Car au final, l'ordre n'est pas un événement, mais une somme de décisions conscientes prises minute après minute. Si tu appliques ne serait-ce que 3 de ces habitudes cette semaine, tu vas remarquer comment change non seulement l'ordre dans ta maison, mais aussi dans ta tête. Parce qu'au fond, une maison en désordre, c'est un esprit épuisé. Et tu ne mérites pas de vivre ainsi. Si tu aimerais que je fasse une deuxième vidéo avec d'autres habitudes japonaises méconnues pour ranger la maison, dis-le moi en commentaire. Parce que ceci ne fait que commencer.